J'ai donné la parole à Hervé Schneves. Je pense qu'à l'espace éthique, depuis des années, chaque fois que le mot éthique est prononcé, on pense à toi. Pas uniquement parce que tu abordes les questions de neurosciences, mais tu as une méthode qui est la méthode Schneves, qui est une méthode de l'interrogation et de l'ouverture. Et on est très fiers à l'espace éthique, chaque année, de participer à la journée du comité d'éthique de l'INSERM que tu présides, et qui ne rend pas des avis, mais des notes. C'est ce qui nous a beaucoup frappé. Et des notes qui peuvent se discuter, et j'allais dire qui sont assez infinies finalement. C'est-à-dire, il n'y a jamais de terme au débat. Merci en tous les cas de nous apporter ces éclairages sur une thématique, puisque Hervé Schneves est neurologue, qui avait été évoquée, mais d'une manière pas encore approfondie, dans la révision de la dernière loi de bioéthique. On avait mis les neurosciences, et on voit à quel point aujourd'hui, compris dans un article dans Le Monde d'aujourd'hui, c'est vraiment au cœur des préoccupations. Vous savez à quel point, même au ministère de l'Éducation, on a conseillé aux neurosciences qui doit déterminer les modalités de l'enseignement demain. Donc, toutes ces questions sont importantes. Merci. Bon, merci de votre invitation. Et puis, ce que j'aime toujours quand j'écoute Arnold, c'est que c'est merveilleusement érudit et ça donne merveilleusement envie de réagir. Parce que, ayant été, via le comité d'éthique de l'INSERM, très impliqué dans le plan médecine génomique 2025, n'oublie pas qu'il y a un pilier éthique dans ce plan médecine génomique 2025 et qu'on a publié plusieurs notes sur ces questions justement. Que voulons-nous savoir? C'est vraiment le thème des états généraux parce que de fait, chacun de nos génomes, entre ce qu'on a reçu de notre père et de notre mère, je pars sous le contrôle du spécialiste, on a 2 millions de variations. Donc vous imaginez bien que 2 millions de variations, il y aura beaucoup d'inconnus, 1 999 900 quelque chose inconnus, et puis quelques variations significatives. Donc, que voulons-nous savoir et comment voulons-nous le savoir? Et ça, c'est des choses que vous pouvez retrouver. Vous faites éthique INSERM et vous verrez les notes du comité. Comme à chaque fois, il y a une dizaine ou une quinzaine de pages. Je ne vais pas en dire plus ce soir, mais c'est clairement des questions. En fait, ce qu'a posé Arnold de façon très bien, et aussi le premier exposé avec le professeur Mimoun, c'est la question de la complexité et la question de l'évolution des choses. Il fut un temps où, au fond, on était avec Claude Bernard dans le déterminisme. Il suffisait de faire un diagnostic. Ce diagnostic devait conduire à un traitement, et ce traitement devait conduire à une guérison. En fait, ce que sait faire aujourd'hui de plus en plus la médecine, et ce qu'elle va faire de plus en plus, c'est du diagnostic pour essayer de stopper l'évolution de la maladie, et éventuellement de réparer avec différentes manières, soit avec des cellules, soit avec des biothérapies, des matériaux, soit avec des procédés, des prothèses de plus en plus sophistiquées. On va chercher à compenser, à réparer. Et puis, ce qu'on va essayer de faire demain, c'est d'empêcher que la maladie survienne, mais avec des questionnements éthiques qui vont arriver là aussi. Donc, si je prends la question des neurosciences, je vais me limiter à 2 exemples pour vous montrer comment le progrès, qui est un réel progrès, ouvre de nouvelles questions éthiques. Prenons les maladies neurodégénératives. Et prenons une maladie neurodégénérative. Je vais prendre 2 exemples de maladies neurodégénératives. Premier exemple de maladie neurodégénérative que je vais prendre, c'est la maladie d'Alzheimer. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie terrible. On parle d'épidémie avec des dizaines de millions de personnes atteintes à l'échelle de la planète, et une maladie dont il est prévu le doublement dans les 20 ans à venir. Vous avez entendu parler des problèmes dans les EHPAD, vous avez vu ce qui se passe à la télévision. Il y a des problèmes de prise en charge. Enfin, c'est dramatique d'abord par rapport à la perte que représente de la personnalité. C'est dramatique par rapport aux conditions de prise en charge. C'est dramatique par rapport au coût que représente la maladie. Donc, la maladie d'Alzheimer, on aimerait bien qu'elle ne survienne pas, on voudrait bien la soigner, on commence à avoir des idées des mécanismes par lesquels elle se développe. Pour l'instant, les essais cliniques, y compris les derniers essais cliniques les plus sophistiqués, qui essayent de cibler le processus de développement de la maladie, ne permettent pas pour l'instant de stopper l'évolution de la maladie. Alors, on se dit, il faut aller avant. Et aller avant, c'est aujourd'hui être capable de faire le diagnostic de la maladie, en tout cas du processus pathologique qui va amener à la maladie, avec une quasi-certitude, c'est-à-dire 95% de chances d'être juste,
jusqu'à 25 ans avant l'apparition du premier symptôme, en combinant des facteurs génétiques, des marqueurs biologiques à partir d'une ponction lombaire et des marqueurs d'imagerie cérébrale à partir du marquage d'un certain nombre de cellules dans le cerveau. 25 ans avant, on est donc capable de dire cette personne est en train de développer le processus qui le conduira, ou la conduira, si on ne fait rien, à la maladie d'Alzheimer. Alors, chose terrible quand il n'y a pas de traitement, ou chose merveilleuse, si on est capable de trouver des moyens de corriger les choses. Alors, pour commencer par le positif, comme l'a fait Arnold, oui, il y a des manières de rendre la génétique non dramatique. Un des principaux facteurs de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est le variant d'une protéine qui normalement sert à nettoyer l'amyloïde, qui s'appelle l'apolipoprotéine. Et ce variant, c'est epsilon 4. Si vous avez 2 fois le variant epsilon 4, non seulement vous avez 60% de chances de développer la maladie, alors qu'en population générale, c'est 17%, mais en plus, vous allez commencer à 64 ans au lieu de commencer à 82 ans. Donc, c'est terrible. Mais si vous avez un haut niveau d'études, si vous faites du sport, si vous n'avez pas d'hypertension, si vous luttez contre le diabète, ce qu'on appelle dans notre jargon les comorbidités d'une façon générale, eh bien, vous n'avez pas plus de risque qu'en population générale, ni d'âge de développer la maladie que la population générale, ce qui ramène à 17%. Enfin, on a des interventions, ce qu'on appelle les interventions secondaires et les préventions secondaires. D'où le fait de dire, eh bien, il faut quand même essayer de rechercher les populations à risque et de faire une éducation au moins à la santé, des interventions pour essayer de prévenir, en tout cas de diminuer le risque ou l'âge, retarder l'âge de développement de la maladie. Vous voyez qu'on est face à des outils, des moyens, des capacités de dire ou de prédire qui nous conduisent à des questionnements. Est-ce qu'il faut dire à une personne quand elle a 40 ans, eh bien, dans 20 ans, vous allez développer la maladie d'Alzheimer, au risque de lui foutre en l'air sa vie, sa famille, le regard. Tout à l'heure, vous parliez du regard des autres. Comment on regarde quelqu'un dont on se dit qu'il est en train de développer la maladie d'Alzheimer? Comment on aurait regardé le président Reagan avant qu'il soit élu? Comment aurions-nous regardé le président Chirac avant qu'il soit élu? Le regard qu'on porterait. Et puis d'un autre côté, des moyens d'intervention, des moyens de prévention, peut-être demain un moyen d'empêcher la survenue de la maladie. Deuxième exemple, et je suis désolé d'être déjà trop long, maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson, elle a connu une révolution thérapeutique il y a déjà une vingtaine d'années avec l'apparition des implants cérébraux avec la stimulation à haute fréquence qui a permis pour des milliers de patients, ou maintenant des centaines de milliers de patients dans le monde, qui étaient réfractaires au traitement, d'avoir une efficacité du traitement. Mais jusqu'à présent, les implants qu'on avait étaient des implants on-off. On les mettait en route ou on les arrêtait. Aujourd'hui, on a des implants qui deviennent des implants intelligents. On appelle ça la boucle fermée, la closed loop. Et ça veut dire des algorithmes d'intelligence artificielle, ça veut dire une ouverture sur des serveurs. D'un côté, la capacité d'adaptation de la stimulation à l'activité de la personne en temps réel, minute après minute. De l'autre côté, la capacité pour un tiers d'intervenir sur l'implant de la personne avec toutes les mesures nécessaires d'accès à la vie privée, de sécurisation, qui règle quand, comment, quoi. Et puis, comme c'est tellement puissant ces implants cérébraux, on a un développement vers d'autres pathologies, troubles obsessionnels compulsifs, des troubles de l'humeur, avec des questionnements sur la manière d'intervenir sur le cerveau dans des pathologies qui, d'un côté, sont dramatiques, mais de l'autre côté, mettent en cause la personnalité d'un individu et donc des interventions sur cette personnalité qui, évidemment, sont au cœur de la réflexion éthique. Je voudrais terminer juste en disant que ceci nous montre la complexité des problèmes. Nous sommes dans une médecine qui va devenir de plus en plus complexe et dans cette médecine des 4 P, alors on peut critiquer l'aspect prédiction, on peut espérer l'aspect prévention, on est de plus en plus dans l'aspect précision et il faut noter le 4e P qui est le P de la participation. On aura de plus en plus besoin de l'éducation et de l'implication des personnes, patients réels ou patients futurs,
patients potentiels, dans la mesure où, comme l'a très bien dit Arnold, il faut absolument comprendre ce qui se passe, comprendre les phénomènes, pas seulement au niveau de la génétique, aussi au niveau des biomarqueurs. Et aujourd'hui, ceux qui l'ont très bien compris, c'est le GAFA, parce que vous avez déjà sur votre iPhone ou sur votre smartphone un certain nombre de conseils issus d'un moulinage de tas de données que vous donnez plus ou moins à votre insu et qui ressortent sous forme de conseils plus ou moins bien intentionnés. Eh bien, il faut que dans une démocratie comme la nôtre, il faut que dans des États qui ont socialisé la médecine comme la nôtre, nous soyons capables de reprendre la main, de reprendre la décision sur ce que nous voulons faire de notre santé et donc d'être capables d'être de vrais acteurs de cette santé.